Donc bonjour. Donc comme l'a dit, là je vais présenter les résultats de mon mémoire que j'ai terminé il y a une année, donc sous la direction du professeur Emmanuel Reynard. Et je viens aussi en fait à la demande du parc naturel Gruyère Pays d'en Haut, pour lequel j'ai travaillé comme civiliste pendant 9 mois. Donc c'est avec cette double casquette-là, donc d'étudiant ici et de civiliste au parc, que je vais vous présenter donc ce travail. Juste pour que tout le monde, disons, pour introduire la thématique, je rappelle juste la définition des sites géomorphologiques. Donc en gros, donc, il s'agit des formes du relief ayant une valeur patrimoniale du fait de leur importance pour la compréhension de l'histoire de la Terre ou dans la lecture d'un paysage. Donc c'est un travail que j'ai voulu transdisciplinaire, ou en tout cas interdisciplinaire, puisqu'il s'agit déjà d'un travail géomorphologique, donc un inventaire de 33 sites dans le parc Gruyère Pays d'en Haut, dont 20 qui sont dans la partie vaudoise du parc, et puis avec un aspect plutôt axé sur le tourisme et sur les nouvelles formes de tourisme doux, particulièrement le géotourisme, avec donc les possibilités de valoriser ce patrimoine naturel. Donc c'était ça l'objectif, donc de documenter et d'évaluer le patrimoine géomorphologique et ensuite de dégager des perspectives pour le tourisme dans la région, évidemment dans le cadre d'un parc naturel. Rapidement, vous avez ici la méthode qui a servi à l'inventaire. Je ne vais pas trop m'étaler, je vais plutôt vous parler des résultats, mais en gros, donc il y a 3 parties. Donc une documentation du site, avec une description générale, une cartographie des sites, une évaluation de la valeur intrinsèque. Donc il s'agit d'évaluer la valeur scientifique du site, son intérêt géomorphologique, et aussi ce qu'on appelle les valeurs additionnelles, donc les valeurs écologiques, esthétiques ou culturelles. Et puis, dans un troisième temps, évaluer les caractéristiques d'usage et de gestion des sites. Donc là, on va s'intéresser aux questions de protection des sites et de leur valorisation, donc en regardant les conditions de visite ou l'intérêt éducatif. Donc on voit bien là donc, que j'ai essayé d'aborder ces questions à la fois géomorphologiques et à la fois touristiques, d'où ce travail un peu à cheval sur plusieurs thématiques. Donc là, vous avez la carte de synthèse. On ne voit pas grand-chose, je vous montre juste la partie vaudoise donc de l'inventaire. Les couleurs donc, se réfèrent aux différents processus dominants dans la formation de ces formes, avec donc une diversité assez importante, 7 processus différents, des formes de taille assez différentes. Je vous montre peut-être quelques exemples en images pour illustrer le propos. Avec par exemple ici la vallée de la Torneresse, vallée en Auge, à l'intérieur de laquelle on trouve beaucoup de formes glaciaires qui ont d'ailleurs été très bien documentées par Philippe Schoeneich dans sa thèse, avec ici une grande valeur paléogéographique, donc pour expliquer les différents stades glaciaires dans la région. On a les lapiers ici, les lapiers de Famelon, donc c'est aussi des formes extrêmement fréquentes dans les préalpes vaudoises et fribourgeoises, donc ces formes d'érosion karstique que vous voyez ici. Donc c'est aussi des assez belles formes au niveau esthétique. On a ici des marais, donc la région du Col des Mosses, peut-être vous le savez, c'est une des plus grandes étendues alpines de marais en Suisse romande, donc avec un site donc, qui a une grande valeur aussi écologique. Ici on a une zone alluviale proche de Châteaudet, là aussi une dynamique fluviatile qui crée aussi une richesse au niveau de la biodiversité. Et puis, donc j'en viens aux résultats de l'inventaire. Donc, tout d'abord, concernant la valeur intrinsèque, donc la valeur des sites, j'ai trouvé donc, que le patrimoine géomorphologique de la région est relativement riche et diversifié. Donc, la valeur scientifique est relativement élevée, avec notamment des sites qui sont bien préservés, une très bonne intégrité. Et puis, donc, la valeur scientifique moyenne de 74 sur 100, ça veut dire qu'on trouve quand même beaucoup de sites qui ont une assez grande importance. Aussi une valeur écologique intéressante, c'est-à-dire qu'on a, comme je l'ai montré, un lien entre certaines formes géomorphologiques et la biodiversité, avec soit une microtopographie qui est créée par des sites comme des glaciers rocheux fossiles, ou une dynamique qui est favorable à la biodiversité. Donc ce constat d'une bonne valeur intrinsèque des sites, une richesse qu'on a au niveau naturel. Ensuite, si on passe aux caractéristiques d'usage et de gestion des sites, alors
au niveau de la protection, on a de manière générale un bon statut de protection. Ces sites, pour la plupart, donc les 3/4 des sites sont situés dans des zones de protection de la nature. Par contre, ces zones de protection, elles concernent surtout la nature vivante, donc c'est des biotopes essentiellement. Donc la protection, elle est bonne, mais indirecte, puisqu'elle ne concerne pas la valeur du site pour son intérêt géomorphologique, mais parce qu'il se situe dans une zone alluviale, par exemple, donc on le protège plutôt pour ses espèces. Ensuite, concernant le tourisme, on a des relativement bonnes conditions de visite dans l'ensemble, avec une accessibilité de moins d'1 heure de marche pour la moitié des sites, par exemple, depuis des arrêts de transport public. On le sait de manière générale en Suisse, on a un bon réseau de chemins, de randonnées pédestres, etc. Donc, dans l'ensemble, on a d'excellentes conditions de visite. Et puis, si on s'intéresse à la lisibilité des formes, donc est-ce que quelqu'un de non initié à la géomorphologie peut comprendre la formation de tel ou tel géomorphosite? Eh bien, il se trouve qu'environ la moitié des sites sont facilement lisibles, donc on peut facilement les expliquer sur le terrain. Ce sont soit des formes actives, soit on voit bien les processus qui sont à l'origine, donc ils ont un intérêt didactique assez important. Il y a d'autres formes, je pense par exemple à des glaciers rocheux fossiles ou des moraines qui sont recouvertes de végétation. Là, on a un intérêt éducatif moins élevé, puisqu'il faut, même avec un œil de géomorphologue, on les voit difficilement. Donc c'est ça que j'ai voulu renseigner ici. Donc j'en viens à cette slide de conclusion, si on veut, puisque à partir de cet inventaire, j'ai essayé de comprendre et de savoir si le patrimoine géomorphologique pouvait être une base pour développer le tourisme dans la région, et surtout du tourisme doux, donc qui s'intéresse au patrimoine. Donc je dirais que de manière générale, on a un contexte favorable qui est un contexte régional qui est favorable au tourisme doux, puisque, vous le savez peut-être, dans le Pays d'en Haut et en Gruyère, on a un patrimoine riche au niveau culturel qui est déjà mis en avant, notamment avec le fromage. En Gruyère, on a aussi tout ce qui est des questions d'architecture, dans le Pays d'en Haut aussi d'ailleurs. Donc les touristes viennent pas uniquement pour le sport, mais aussi déjà pour le patrimoine. En tout cas, les responsables des offices du tourisme essayent de mettre en avant ces questions de patrimoine. Et puis, donc là, ce travail s'intéresse au patrimoine naturel. On l'a vu, donc, un patrimoine naturel assez riche, des bonnes conditions de visite. Donc, on est plutôt dans un contexte qui tendrait à répondre que oui, le patrimoine géomorphologique pourrait être une bonne base pour le tourisme. On a encore un point qui est important dans cette région, c'est la présence du parc naturel régional Gruyère-Pays d'en Haut. Je vous rappelle juste les deux principaux objectifs selon la loi sur la protection de la nature et du paysage. Donc, des parcs naturels régionaux, c'est de conserver et de mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage, et deuxièmement, de renforcer les activités économiques axées sur le développement durable qui sont exercées sur son territoire et encourager la commercialisation de biens et de services qu'elles produisent. Donc on voit qu'on est là aussi assez bien dans le tir, puisque on est dans cette idée de valoriser le patrimoine naturel, aussi mieux le faire connaître, ce qui pourrait aussi favoriser sa protection. Et puis donc le parc naturel Gruyère-Pays d'en Haut, en 2 mots, donc il a été labellisé en 2012. C'est un projet récent. Ils sont actuellement en train de développer de nouvelles offres, donc ça prend évidemment un peu de temps. Ils sont concentrés tout d'abord sur le Tavillon, donc qui fait partie du patrimoine plutôt culturel de la région. C'est leur emblème et ils ont fait des projets plutôt là-dessus. Ils ont aussi bossé sur le patrimoine bâti. Et puis là, il y a un intérêt pour le patrimoine naturel et notamment pour la géomorphologie. La preuve, c'est que j'ai pu donc être engagé comme civiliste là-bas. J'ai bossé pendant 9 mois, notamment pour leur donner un coup de main dans des projets de valorisation du patrimoine géomorphologique. Et puis donc actuellement, plus de randonnées accompagnées qui ont été organisées cet été. Ils sont en train de préparer des nouveaux produits touristiques comme des dépliants avec donc une description de certains sites. Et puis à terme, ils voudraient faire un sentier didactique sur la géomorphologie. Donc on voit cet intérêt. Et puis l'intérêt aussi de faire des recherches pluridisciplinaires, puisque d'intégrer ces connaissances scientifiques dans un milieu touristique qu'ils ne connaissent pas forcément, qui a une telle richesse dans la région, ça leur permet d'apprendre de nouvelles choses. Et puis j'ai souvent été confronté à des gens qui m'ont dit je ne savais pas du tout qu'il y avait autant de choses, autant d'histoires à raconter sur des lieux. Voilà, des gens sont nés, par exemple dans le Pays d'en Haut, ne connaissent pas forcément toutes les histoires qu'on peut leur raconter, des choses un peu secrètes. Et donc voilà, une envie aussi de la part près du monde touristique de s'intéresser. Enfin, il y a des échanges intéressants qui peuvent se faire avec ça. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup. Et puis on a du temps pour les questions, beaucoup de temps. Oui, merci. On a parlé d'interdisciplinarité. Je m'étonne un petit peu par le fait que c'est magnifique de regarder ce qui se passe en surface, mais ce serait très très bien pour le patrimoine de comprendre aussi ce qui se passe en profondeur, c'est-à-dire que sous des aspects géomorphologiques, il y a tout un monde incroyable que les gens ne comprennent pas, ils n'ont aucune idée, et puis en plus c'est souvent caché parce que soit ce sont des biologistes qui sont là et puis ils ont très très peur de ce qui se passe, un peu dans la profondeur du sous-sol. Et puis j'aimerais qu'au moins les géomorphologistes disent mais on devra apprendre aux gens à lire une carte géologique, apprendre une histoire qu'il y a dans le substratum et une géométrie. Puis c'est fantastique dans cette région du parc du Pays d'en Haut, c'est que vous avez des histoires juxtaposées d'un côté de la Sarine et de l'autre qui sont très très différentes, et une géométrie. Bon, la géométrie récente, c'est ce que l'érosion a laissé apparaître, mais si on essaie de comprendre le substratum, eh bien, il y a toute une histoire, et puis en même temps une histoire, on va dans le temps et dans le passé géologique, et puis une géométrie. D'un côté, vous avez des grands arcs qui forment la chaîne des Vanilles, ces anticlinaux extraordinaires. Et puis de l'autre côté, on a des tas de pics des rochers de Châteaudet qui sont une histoire déjà géologiquement différente. Et puis pouvoir le faire comprendre aux gens. Et ça, c'est un thème qui serait aussi assez fantastique. Alors, je vous incline à considérer, et non pas seulement rester sur la géomorphologie, mais également à intéresser les gens au substratum, à la lecture des cartes, et surtout à leur montrer cette géométrie incroyable qu'il y a sous leurs pieds. Mm-hmm. Ouais, merci pour votre intervention. Bon, vous êtes géologue, je pense, donc, si j'ai bien compris. Mais non, là, il s'agissait d'un travail en... D'accord. Donc, voilà, il s'agissait donc d'un travail en géomorphologie. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la géomorphologie. Bien au contraire. Vous l'avez vu, ces lapiers, ils sont bien sûr liés à un contexte géologique particulier, à la présence des nombreux marais aussi. Enfin, on est bien sûr en lien avec le substratum. Là, ce qui était, à mon sens, assez intéressant, c'était la question de lecture d'un paysage. Comprendre pourquoi est-ce qu'on a tel ou tel paysage. Et donc, bien sûr que la géologie fait partie. Après, là, c'était plutôt les formes de surface que j'ai inventoriées. Mais on est, je pense, dans une démarche globale de valorisation du patrimoine naturel. Hein, donc, c'est clair que la géologie en fait clairement partie. Oui, tout à fait. Je vais reprendre le flambeau en allant exactement dans le même sens. Cette fois, on remonte un petit peu vers la surface et on tombe dans les sols. Mais vous savez ce que ça démontre là, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait l'intérêt de ce type de colloque, c'est qu'on se rend compte que, comme vous disiez, les biologistes, parfois, ils ont un petit peu peur à réchigner, à regarder, on a des données de la biologie, mais pas de la géomorphologie. La géomorphologie que vous nous montrez est essentiellement beaucoup une géomorphologie structurale et climatique, donc elle s'appuie de toute façon sur la géologie. Et puis moi, en tant que géologue, même si je me suis intéressé au sol, je vois aussi tout l'intérêt, et des sols, bien évidemment. Et là, on est vraiment à la rencontre de l'ensemble de ces sphères qui sont totalement en interaction et qu'il est toujours difficile d'essayer de vendre comme un tout. Donc finalement, on a tendance un petit peu à dissocier chaque sphère en disant mais oui, il y a un intérêt pour la biologie, c'est la biodiversité. Oui, il y a un intérêt pour la géologie parce qu'effectivement, il y a non seulement des formes, mais il y a aussi des problèmes aussi de ressources minérales. Pour les sols, il ne faut pas oublier, c'est quand même ça qui nous fait manger. Donc il y a tout un tas d'aspects comme ça. Et je crois que Rechalp, l'un des objectifs qu'il faudrait peut-être déterminer à terme, ce serait de pouvoir donner au pouvoir politique, au pouvoir décisionnel, et même simplement, comme vous l'aviez dit, sous un aspect purement pédagogique, montrer que tout le monde qui nous entoure est constamment en interaction. Et là, je suis d'accord, on est dans la transdisciplinarité. On n'est même plus dans l'interdisciplinarité, on est dans la trans. C'est-à-dire montrer que finalement, je vais prendre un exemple qui m'est vraiment cher, mais un atome de carbone, il se balade partout. Et quand il se balade partout, il passe de l'un à l'autre et vous ne pouvez pas le suivre si vous ne comprenez pas quelles étaient ses étapes antérieures et quelles seront ses étapes futures.
Oui, merci, bonjour. Alors, par rapport à tout l'aspect touristique, on entre dans les représentations mentales, l'idéal de qu'est-ce qu'on s'imagine pour une région, comment est-ce qu'on veut la montrer, comment on veut faire sa promotion dans un but économique de faire vivre une région. Et enfin, je me demande, on va peut-être pas forcément réussir à répondre à la question, mais quelles sont les représentations qui se font, qu'est-ce que dans les offices touristiques là-bas, ils cherchent à pouvoir montrer et qu'est-ce qu'eux, ils pensent que les gens de la ville, notamment les Lausannois, aimeraient venir pouvoir voir en allant dans le pays d'en haut. Voilà, donc après, je ne sais pas jusqu'où vous avez recherché ces aspects, parce que des fois, par exemple, dans ces régions, ils cherchent à pouvoir promouvoir et montrer certaines choses qui intéressent peut-être certaines catégories de gens, mais par exemple, quand il y a des Asiatiques qui viennent, alors ça les intéresse, mais alors pas du tout. Donc, ça cible des Lausannois ou ça cible d'autres. Ouais, donc c'est une question effectivement assez complexe. Je crois que là, on est effectivement sur les Lausannois. Donc, une grande partie des touristes qui vont dans cette région sont des urbains du plateau. Donc, après, les Chinois aussi sont, disons, les Japonais font partie du public cible parce qu'ils sont en train de développer les offres du Trans Golden Pass, là, donc du train qui reliera Interlaken à Montreux. Donc, il y a les deux. Mais là, on est plutôt dans le tourisme local, disons régional, si on veut. Donc, dans les cantons de Vaud et Fribourg, on se limite un peu à la région. Et puis, donc, ils misent quand même sur plusieurs choses. Hein. Vous le savez qu'à Châteaudet, il y a le festival de ballon qui est très suivi. Donc, pour eux, c'est leur offre touristique phare. Donc, mais qui met en avant leur patrimoine déjà à ce stade-là. Donc, je pense que d'un point de vue touristique, tout ce qui pourrait diversifier leur offre est intéressante. Après, on ne fera pas un tourisme basé sur uniquement le patrimoine naturel, probablement pas. Ça fait vraiment partie d'un ensemble de choses différentes. Mais la mise en valeur de leur patrimoine, je crois qu'ils ont vraiment cette conviction que c'est ça qui fait leur richesse, leur carte d'identité régionale par rapport à d'autres endroits. C'est clairement plus leur domaine skiable. À Châteaudet, il n'y aura plus de remontée mécanique dans quelques années, puisqu'il n'y aura plus de subventionnement. Donc, ils sont en train de chercher des solutions de rechange, si on veut, des alternatives. Je rebondis sur cette question des représentations et des attentes touristiques, en rappelant quand même que les Lausannois n'ont pas toujours été bienvenus dans la région, et qu'il y a aussi une histoire politique. Hein, quand je faisais mes relevés par là-bas, c'était l'époque de l'initiative Rotenturm, et puis juste après le refus des Jeux Olympiques par la population lausannoise, se promener au col des Mosses avec une carte à la main, on est en l'air de s'intéresser à la nature, c'était presque risqué. Je m'étais carrément fait agresser sur la tourbière des Mosses une fois. Pour dire aussi que la protection des marais, c'était quelque part la première action nationale de protection transdisciplinaire, puisque pour la première fois, pour un biotope, on prenait en compte le contexte géologique et géomorphologique et paysager du biotope, et ça avait été très mal reçu dans la région. Alors ma question, c'est comment on valorise dans un contexte comme ça, même si les mentalités ont évolué? Oh, c'est très intéressant, merci bien cette intervention. Le cas des Mosses est particulièrement intéressant parce qu'il fait partie de ces sites strictement protégés, mais qui dans les faits sont moyennement protégés, puisque voilà, les lois sont plus ou moins respectées. Donc dans le cas des Mosses, ce qui est intéressant, c'est que les gens locaux ont compris aussi l'intérêt, la valeur de ces marais. Et puis très récemment, je crois ce printemps, il y a un plan général d'affectation de la région des Mosses qui a été accepté par la population et qui fixe un petit peu les règles en termes d'aménagement. Et puis il y a des compromis qui ont été trouvés entre les secteurs touristiques et de protection de la nature et des projets de réaliser un sentier dans les marais, donc par l'Office du tourisme, en accord avec ProNatura en l'occurrence, qui est l'interlocuteur dans le domaine de la protection de la nature. Donc c'est vrai que ça fait des années que vous relevez. Ça fait vraiment des années que ça dure, ce conflit. Et je pense qu'on arrive quand même à trouver des solutions en expliquant pourquoi est-ce que c'est protégé, quelle est la valeur de ce site, comment est-ce qu'on peut faire pour combiner les deux. Et il me semble qu'on va, pour le moment, en tout cas dans le cas des Mosses, dans une direction assez positive et on peut se promener sans casque et gilet pare-balles avec une carte géologique. On va prendre une dernière question. Après, ce sera l'heure d'aller manger. Bonjour. Moi, je m'interrogeais un peu sur la méthode que vous avez utilisée que vous avez présentée rapidement et que vous avez utilisée pour donner une note en fait au site. Alors, par rapport à ça, ma première interrogation, c'est est-ce que c'est un standard cette
cette valeur de mesure, et est-ce que c'est du coup appliqué à tous les parcs naturels en Suisse? Donc, est-ce qu'on peut du coup comparer la valeur qualitative du parc naturel du Pays d'en Haut, de la région de Gruyère, avec d'autres parcs naturels en Suisse? Et puis du coup, je m'interroge aussi plus loin que ça sur la scientificité de cette méthode, en fait, parce qu'on connaît les problèmes, toute la problématique de la comment dire, de la valorisation, de la valuation, même si en termes anglophones, des services écosystémiques. Donc comment on pondère finalement une qualité paysagère, des valeurs esthétiques avec des valeurs plus, je dirais, des mesures plus scientifiques de la qualité géomorphologique d'un site. Alors comment vous vous en sortez avec ça? Et puis stratégiquement, moi je me dis, alors si c'est, comme je le crois, pas si scientifique que ça, cette note, et que si c'est pas si comparable que ça, parce que chaque parc naturel a développé sa propre méthodologie, pourquoi vous vous êtes pas collé un 99 sur 100 pour faire venir tous les touristes du coin dans votre parc? Alors bon, déjà, c'est un travail que j'ai fait à l'Uni, donc pas dans le cadre du parc. Les parcs ne font pas d'inventaire, c'est les scientifiques qui le font. Donc la méthode, elle essaye d'être la plus objective possible. Alors évidemment, on ne peut pas tout évaluer de manière très détaillée. Là, la valeur scientifique, elle se base sur 4 critères. Donc c'est l'intégrité du site, sa représentativité au niveau de la géomorphologie régionale, sa valeur paléogéographique, et puis, qu'est-ce que j'ai oublié, sa rareté. Donc ces 4 critères, j'essaie de donner une note donc, qui va de 0 à 1, arrondi au 0,25, donc ça donne un choix de 1 à 5 si on veut. Et puis donc la moyenne de ces 4 critères font la valeur scientifique. Toutes les autres caractéristiques, donc ce qui est de la valeur écologique, valeur culturelle ou les caractéristiques d'usage et de gestion, ne sont pas évaluées de manière quantitative. Il n'y a pas de note, plutôt des renseignements pour indiquer quel site pourrait être plus ou moins intéressant selon les intérêts du lecteur. Après, alors là, c'est clairement une échelle régionale l'intérêt de cette méthode. Donc, elle sert à faire ressortir les points forts d'une région. Et je ne pense pas qu'on puisse comparer, que ce soit avec d'autres régions de Suisse ou avec niveau international. Je pense que c'est là qu'on arrive un peu aux limites de cette méthode-là, effectivement. Mais ce n'est pas le but, à mon sens, ce n'est pas le but de la méthode. Après, chacun peut l'utiliser un peu. Et puis, bon, ce n'est pas un standard, bien qu'il y ait des articles qui soient écrits. Il y a toute une série de variantes de ces méthodes d'évaluation du patrimoine géologique au sens large qui existent et qui continuent d'évoluer.